Bonjour et bienvenue dans cette table ronde du regard croisé numéro 3 de notre journée des entretiens enseignants-entreprises. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui des firmes multinationales et États entre rivalité et coopération. Nos intervenants sont au nombre de 3. Antoine Frérot, premièrement, qui est l'actuel président de Veolia avec 35 ans d'expérience dans cette entreprise. Vous en avez été pendant 15 ans le dirigeant, pour aujourd'hui en être le président. Vous êtes polytechnicien de formation et vous avez également publié récemment un ouvrage avec Rodolphe Durand sur l'entreprise de demain aux éditions Flammarion en 2021. Notre second intervenant, Monsieur Pascal de Saint-Amans, qui est ancien directeur de l'OCDE et qui a été à ce titre l'architecte de la réforme fiscale internationale. Actuellement professeur de politique fiscale, notamment à Lausanne, mais pas que. Vous avez également d'autres activités. Et vous avez fait publier également un ouvrage sur les paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire en 2023, qui relate justement votre expérience dans le cadre de l'OCDE. Et enfin, Charles Thiboux, qui est chercheur associé à l'IRIS, doctorant en sciences politiques à Paris 1 Sorbonne, et qui a des thèmes de recherche qui sont essentiellement au croisement de la sociologie des élites et des espaces de pouvoir transnationaux. Vous avez notamment publié des travaux scientifiques sur les liens entre les États et les GAFAM, et en particulier sur Google. Je pense que vous nous parlerez probablement. Je suis Nancy Fabre, enseignante de SES dans l'Académie de Nice. Et Charles Jacquelin, je suis inspecteur d'histoire-géographie dans l'Académie de Versailles. Alors justement, nous allons parler de cette question des multinationales et des États. Alors dans les programmes d'histoire géo, d'AGGSP, de SES, cette thématique n'est pas présente en tant que telle, mais elle est présente de manière transversale dans de nombreuses questions de mondialisation, de développement durable, d'aménagement, de citoyenneté, de concurrence imparfaite, de gouvernance. Et en fait, réfléchir aux liens entre les multinationales et les États, en termes de rivalité ou de coopération, conduit à interroger le fonctionnement de l'économie mondiale. On l'a vu depuis ce matin, la place et le rôle des acteurs étatiques en particulier, des acteurs économiques et les efforts de régulation à l'œuvre aujourd'hui. Et si je fais référence aussi aux regards croisés qui nous ont précédés, notamment l'intervention de Bertrand Badi tout à l'heure, lorsqu'il évoquait un des grands enjeux qui est d'adaptation de l'État à la mondialisation, on est vraiment dans cette question-là aujourd'hui. Et le postulat, la proposition qu'il faisait de manière insistante sur le passage de l'état-structure à l'état-fonction, eh bien, on est encore dans cette question-là avec notre regard croisé. Et donc, pour aborder cela, nous proposons 3 axes de réflexion, 3 questions qui vont structurer les échanges. La première sera: les entreprises sont-elles indépendantes des États? La seconde: comment articuler l'action politique transnationale de manière claire et souple pour qu'une régulation se mette en place? Et est-ce que les régulations actuelles suffisent et comment les améliorer? Voilà en gros, pour essayer de partir sur quelque chose d'un peu positif, ou en tout cas quelques espoirs malgré tout. Alors, pour la première question, je vais laisser Nancy commencer à interroger nos participants. Merci beaucoup. Effectivement, le premier axe, qui est donc un axe de travail de départ absolument indispensable, c'est justement dans la question de la coopération et de la rivalité, de se demander si les entreprises, ou dans quelle mesure les entreprises peuvent être considérées comme indépendantes des États. En préalable à ça, dans l'intitulé de notre regard croisé, nous avons le terme de firme multinationale, et il y a eu un débat dès le départ entre le volet histoire et le volet économie, de savoir si justement on parle plutôt de firmes multinationales ou de firmes transnationales. Donc je vais me tourner d'abord vers Charles pour qu'il essaye d'éclairer cette affaire-là. Merci beaucoup, merci de votre invitation. C'est un débat compliqué effectivement parce que j'ai été au lycée aussi, on m'a appris doctement qu'une firme transnationale, c'est une firme qui dégage son chiffre d'affaires, enfin 50% de son chiffre d'affaires ailleurs que dans son pays d'origine. Et donc en deçà, ou entre 25 et 50%, ce serait une firme multinationale. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Mais effectivement, alors vous avez eu la gentillesse de rappeler que je faisais une thèse effectivement sur les rapports entre Google et l'État
l'État français. Et dans cette thèse, j'essaie justement de réfléchir un petit peu à cette différence entre multinationale et transnationale. Et bon, alors ma thèse n'est pas encore rendue, elle sera rendue en 3 jours, mais, mais donc je pense que j'arrive à peu près au bout de ma réflexion. Et effectivement, la différence que je fais, c'est qu'une multinationale, contrairement à une firme transnationale, n'est pas insensible aux espaces nationaux dans lesquels elle opère, dans lesquels elle s'installe. L'idée de la multinationale, c'est l'idée d'une entreprise qui cherche à s'adapter aux différents cadres politiques, juridiques, sociaux, économiques dans lesquels elle arrive en fait pour s'internationaliser. Alors que la transnationale, finalement, elle aurait ce dont on parle dans les sciences de gestion, elle aurait plutôt une dimension, un management intégré, c'est-à-dire quelque chose de global qu'elle essaierait de répercuter, de dupliquer partout sur la planète. Voilà, c'est un petit peu cette différence-là, c'est une question d'adaptation. Est-ce que l'entreprise s'adapte ou non aux contextes nationaux dans lesquels elle opère ? Je vous remercie. Une question ensuite. Antoine Frérot, justement, est-ce que vous aviez évoqué, quand on en avait parlé en amont, une idée d'une hiérarchie entre les entreprises et les États? Globalement, comment est-ce qu'on peut essayer de... Hiérarchie d'autorité. Bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Je suis ravi de retrouver les entretiens que j'ai bien connus. Cette question, elle peut être ambiguë. Lorsqu'on pose la question de savoir si les entreprises sont hiérarchiquement liées ou dépendantes des États ou des gouvernements, la réponse est bien sûr non. Les entreprises n'obéissent pas au gouvernement des États. De même que les citoyens, ou même les associations non plus d'ailleurs. Les entreprises sont indépendantes des gouvernements des États. Pourtant, les entreprises sont des acteurs économiques. Il n'y a pas d'économie sans cadre économique. Et les cadres économiques, les lois, les règlements, proviennent tous du politique. Et donc, bien sûr, les entreprises, comme d'ailleurs les autres membres des nations, doivent respecter les lois, les règlements, ce cadre. L'État aussi d'ailleurs. Il y a même des juridictions qui, vous le savez, tranchent les différends entre États et autres membres de la nation pour savoir s'ils respectent ou non le droit. Et c'est pas toujours l'État qui gagne, comme vous le savez. Bon. Donc les entreprises doivent respecter les lois et les règlements. Et donc l'économie est soumise aux politiques. Et le politique prime sur l'économie. Et il n'y a pas d'économie sans cadre politique, que d'ailleurs le politique soit démocratique ou pas. Et que donc, dans tous les pays où les entreprises interviennent, les entreprises qui y interviennent sont soumises à ce cadre. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les entreprises n'ont pas aussi des relations avec les exécutifs des États ou les législatifs lorsque ceux-ci souhaitent faire évoluer la législation. Et d'ailleurs, un système politique qui souhaite faire évoluer la législation, s'il essaye de bien travailler, il prend avis de toutes les parties prenantes. Les entreprises, les consommateurs, les salariés, les représentants de l'environnement ou des associations, pour essayer de faire évoluer au mieux les législations. Mais effectivement, les entreprises et l'économie est soumis aux politiques. Tout à fait, je vous remercie. Pascal, vous, votre expérience, elle est justement très liée à la question de l'évitement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Alors, bonsoir, merci de l'invitation. Je vais vous parler du point de vue d'un régulateur global. Et il n'y en a pas beaucoup. Pendant 15 ans à l'OCDE, j'ai dirigé les travaux du G20 et des pays membres de l'OCDE. Et au-delà de l'OCDE, l'OCDE, c'est à peu près 38 pays riches, mais on a créé 2 organisations internationales à l'OCDE qui avaient plus de 150 membres. Et on a fait ça pour introduire une sorte de régulation fiscale de la mondialisation, parce que on a une sorte de conflit de normes. Les pays sont souverains d'un point de vue fiscal. Les entreprises sont soumises, comme vous l'avez très justement dit, aux politiques et donc à la souveraineté de chacun des pays, sauf que les multinationales ou les transnationales, peu importe, elles ont une vision globale. Et donc on a une opposition entre le global et le local. Et entre les îlots de souveraineté
Il y a plein d'interstices. Et si je suis une multinationale, je vais jouer sur ces interstices. Et lorsqu'il y a une concurrence fiscale entre les pays vont se trouver dépourvus de leur véritable souveraineté de fait, qu'ils vont perdre, ils vont garder une souveraineté nominale, et ils vont se mettre dans une course au moins-disant. Et dans cette course au moins-disant, qui est un peu l'incarnation de l'idéologie libérale telle qu'on l'a vue après Reagan et Thatcher, pour simplifier un peu, pendant 30 ans, on a eu cette course vers la concurrence fiscale qui a abouti à ce que les profits, les rentes des multinationales se retrouvent dans ce qu'on va appeler des paradis fiscaux. Alors, soit des paradis fiscaux absolus, la petite île des Caraïbes où il y a zéro fiscalité, by the way, zéro transparence, ou alors paradis fiscal comme le Luxembourg ou l'Irlande, j'entends certains frémir que je les appelle paradis fiscaux, c'est plus le cas aujourd'hui, mais des pays qui sont réels, mais qui sont capables d'attirer des profits avec certaines activités en offrant des régimes fiscaux très favorables. Et donc là, on voit ce conflit entre des pays qui sont souverains et qui décident eux-mêmes chacun pour soi, et les entreprises qui peuvent les arbitrer les uns contre les autres. Et ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, c'est un effort global d'introduire une régulation fiscale pour que les États, en limitant leur souveraineté, c'est-à-dire en disant on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire de la concurrence fiscale absolue sans prendre en considération les conséquences sur les autres États, comment en limitant sa souveraineté, en fait, on la renforce. Puisque en limitant la concurrence fiscale, on va avoir une souveraineté de fait qui est plus grande. Et donc, il y a un jeu entre les multinationales qui doivent se conformer au droit et le fait qu'on peut avoir des interstices entre les juridictions nationales. Et ces interstices, on est dans une zone grise où on ne sait pas si c'est légal, pas légal. En tout cas, c'était légal. Et les efforts qu'on a fait à l'OCDE, c'est de le rendre illégal. Merci beaucoup. Et si on... Si on se pose la question justement de ces cadres qui ont été mis en place, je pose la question sur la table et vous vous en saisissez. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que ça a permis de réduire l'indépendance des entreprises et de renforcer la contrainte qui pesait sur elles ? Alors je m'en saisis. Réduire l'indépendance, non. Les entreprises sont indépendantes. Elles conduisent leur politique. En revanche, réduire leur marge de manœuvre pour limiter leur contribution fiscale, la réponse est oui. Le taux effectif d'imposition des entreprises multinationales au cours des 20 dernières années avait tendance à baisser en dessous de 10% sur les profits réalisés à l'étranger. On vient d'introduire un impôt minimum mondial à 15% effectif, ça sera un plancher, et on voit qu'on a limité cette concurrence fiscale. Ce que je décris est intervenu à compter du 1er janvier 2024. Donc on verra les chiffres après cette année, mais c'est un fait, c'est pas juste de la théorie. Et c'est pas que pour les multinationales, c'est aussi pour les riches. En anglais, on dit ultra high net worth individual, qui est beaucoup plus contourné que la brutalité du français qui dit les riches, mais où on a de la coopération fiscale, de l'échange de renseignements. Donc pour l'ensemble des acteurs globaux, que ce soit les riches ou les multinationales, on a aujourd'hui davantage de coopération fiscale, ce qui fait qu'il y a un maillage plus étroit des États qui manquait jusqu'à présent. Par ailleurs, ce débat sur le fait de faire des profits pour une entreprise dans certains pays avec la tentation d'aller payer des impôts dans d'autres pays, ce débat-là, il a été dénoncé depuis longtemps. Or, une entreprise, elle ne peut pas s'abstraire de l'image qu'elle donne dans un pays où elle travaille. Parce que son droit à opérer, son droit à travailler dépend aussi de cette réputation. Pas seulement de respecter les lois et les règlements, mais aussi d'être, puisque une entreprise c'est bien sûr quelque chose, un objet d'intérêt particulier pour ceux qui y investissent ou ceux qui y travaillent, mais c'est aussi un objet d'intérêt général. Parce que il suffit d'ailleurs de voir que quand une entreprise meurt, les drames que ça fait, et pas que pour les actionnaires, ni même que pour les salariés. Donc c'est un objet d'intérêt général. Et cet objet d'intérêt général, il intéresse l'intérêt général. Et donc l'entreprise ne peut pas se départir de cet intérêt-là. Et donc, grand nombre d'entreprises ont veillé à chercher à ne
pas jouer à ce jeu malin que les États leur permettaient de jouer. Parce que si je me permets, si l'Irlande a joué à cela, c'est parce qu'elle essayait d'attirer les impôts chez elle. Ou bien le Luxembourg. Bon. Donc il y a bien sûr la responsabilité des deux, des États et des entreprises. Beaucoup d'entreprises ont décidé que ce n'était pas leur intérêt, à moyen long terme, de jouer à cela. Et beaucoup d'ailleurs, aujourd'hui, présentent publiquement les impôts qu'elles payent dans les pays dans lesquels ils travaillent, et le réfèrent ou à leur chiffre d'affaires, ou au nombre de salariés, ou au profit qu'ils font. Restent les problèmes des prix de transaction, parce que pour une entreprise qui produit dans un endroit et qui vend dans beaucoup, bien évidemment, les prix de transaction permettent de déplacer l'endroit où on fait les profits. Et moi, je reste persuadé que c'est là où on travaille qu'on fabrique de la richesse, et c'est là qu'on doit en payer de l'impôt, plus que c'est là où on vend. Et donc, les entreprises, beaucoup d'entre elles, Veolia en fait partie, ont décidé de publier les impôts qu'ils payaient dans les pays dans lesquels ils travaillaient en proportion du travail qu'ils y effectuent. Alors précisément, Antoine Frérot, vous avez déjà donné une partie de la réponse à la deuxième question qui va structurer notre regard croisé. C'était comment articuler l'action politique transnationale de manière assez claire et souple pour qu'une régulation se mette en place. Donc, qu'est-ce qui reste de la souveraineté des États? Qu'est-ce qui se passe justement dans ce cadre-là? Mais M. Saint-Amand l'a très bien dit. Abdiquer une part de sa souveraineté pour fabriquer sa politique fiscale au profit d'une politique transnationale pour les États, ce n'est pas abdiquer une part de sa souveraineté, c'est la renforcer en fait. C'est éviter qu'il y ait les moyens de tourner les lois fiscales de l'État considéré. Et donc, les États devraient considérer que, lorsqu'elles coopèrent intelligemment, qu'elles se mettent d'accord sur des principes généraux et des règles et des lois générales qui s'appliquent donc dans chaque État et que donc les entreprises doivent respecter, eh bien, la souveraineté des États ne diminue pas. En fait, ils s'accroît, mais ils l'ont partagée. Bon. On a 1000 fois vu dans l'Union européenne des pratiques de ce genre. Bon. On peut le voir aussi, on en reparlera peut-être d'ailleurs, sur des politiques environnementales. Donc c'est pas diminuer la souveraineté que de coopérer, de se mettre d'accord, d'accepter de faire des compromis, de relaxer certaines de ses envies au bénéfice d'un texte, d'une réglementation qui s'applique plus largement au-delà du territoire de l'État. Et pour les entreprises, c'est pareil. Également, les entreprises n'abdiquent pas leur souveraineté, comme je l'ai dit, en refusant de jouer au cache-cache fiscal. Elles accroissent leur réputation, leur droit à opérer et leur capacité de se développer en le faisant. Alors justement, Pascal Saint-Amand, comment on fait ? Comment on fait pour changer les règles internationales? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que c'est possible? Voilà, racontez-nous un petit peu votre expérience. Alors, la réponse est oui, c'est possible. Et d'ailleurs, ça existe au quotidien dans de très nombreux secteurs de standardisation. Il y a plein de normes élaborées quotidiennement par des organisations internationales à Genève ou ailleurs qui sont onusiennes et qui développent des normes et qui sont parfois d'ailleurs hybrides entre des régulateurs et des entreprises. Donc ça, c'est la première chose. On ne le voit pas, mais on en bénéficie tous au quotidien. Alors si on va sur des choses un peu plus politique, un peu moins économique au sens microéconomique, et qu'on va directement au domaine qui est au cœur de la souveraineté des États, qui est la fiscalité, pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Les États ont développé, les États se sont établis sur la base du consentement à l'impôt et sur la collecte de l'impôt. Donc vraiment, c'est pourquoi la fiscalité est au cœur de la souveraineté. Et pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Il y a eu des conventions fiscales visant à éliminer les doubles impositions. C'est des traités bilatéraux qui essayaient de concilier les souverainetés entre deux États. Mais tout ça, dans une économie globalisée, ne fonctionnait plus.
Et on a constaté au cours des années 90 et des années 2000 que les entreprises payaient de moins en moins d'impôts sur les sociétés. Il y a eu un premier effort en 1996 au G7 de Lyon. C'est Bill Clinton qui dit « je veux faire Obamacare avant l'heure, et il me faut de l'argent ». Et donc, il demande au G7 de faire quelque chose contre les paradis fiscaux. Et en fait, ces efforts qui sont conduits par l'OCDE échouent avec l'élection de George W. Bush qui dit il n'y a pas de paradis fiscaux, il y a des enfers fiscaux. Donc il faut faire pression sur les Français pour qu'ils réduisent les impôts, parce que l'impôt c'est mal, l'impôt c'est le gouvernement et le gouvernement c'est mal, pour simplifier. Et puis il a fallu la crise de 2008 pour qu'en fait s'enclenche un mécanisme de régulation fiscale de la globalisation, où les États se sont dit on ne peut plus perdre notre souveraineté à ce point-là, parce que au moment où il faut sauver le monde financier avec des milliers de milliards de dollars qu'on met sur la table, ces milliers de milliards de dollars, c'est de l'argent public. Or, l'argent public, c'est des impôts. Or, ces impôts, on ne peut pas les collecter, notamment parce que les services financiers reposent sur le secret bancaire qui permettent aux contribuables de ne pas payer les impôts dont on a besoin pour les sauver. Donc là, il y a une sorte de résolution de la quadrature du cercle, et le G20 a dit on va s'attaquer à la Suisse, on va s'attaquer au Luxembourg, aux Caïmans et aux autres. Et on a étendu ça avec un projet qu'on appelait l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices. On a étendu ça aux multinationales. Et tout ceci a culminé en 2021 avec un accord global. 2021, on est avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais on est après l'élection de Trump, bien après l'élection de Trump. Et on a néanmoins un accord de plus de 140 pays qui se disent on va mettre en place un impôt minimum mondial. Alors, il n'y a pas une organisation mondiale qui collecte de l'impôt. C'est chaque État qui va le collecter. Et ce qui est assez génial dans l'accord, c'est que si un pays ne prend pas l'impôt minimum mondial, par exemple les Caïmans, on reste à zéro, ben c'est la France qui prendra les 15% de l'entreprise française qui aurait des profits aux Caïmans. Mais si la France ne le fait pas, à ce moment-là, c'est un autre pays. Alors, la France le fait, on va dire les États-Unis. Biden a échoué à le faire. Eh bien, si les entreprises américaines ont des profits aux Caïmans et font des activités en Europe, ce sont les pays européens qui prendront les 15% qui sont localisés sur les profits qui sont localisés aux Caïmans. Et vous voyez, j'ai décrit le mécanisme pour que vous compreniez qu'on a une articulation des souverainetés. On n'a pas une organisation supra-souveraine qui s'imposerait au reste du monde. L'Europe serait un peu hybride dans ce sens-là, elle va dans cette direction, mais elle n'y arrive pas. La fiscalité est toujours décidée à l'unanimité en Europe, mais vous avez des accords mondiaux qui sont possibles et qui sont compatibles avec la souveraineté des pays. Donc oui, c'est possible. Moi, j'ai une question pour vous, Pascal Saint-Amand. L'Union européenne, c'est sans doute l'ensemble des États les plus coopératifs dans le monde. Et les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur beaucoup de choses en matière de réglementation, ou en matière de politique, ou en matière de politique sociétale. Comment se fait-il que les pays de l'Union européenne et l'Union n'arrivent pas en son sein à régler ce problème de grosses différences de fiscalité des entreprises, par exemple entre le Luxembourg et l'Irlande d'un côté et les autres pays de l'autre? Comment se fait-il que les pays européens n'arrivent pas à le faire? Très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, il y a deux raisons à ça. On a construit l'Europe avec des pays qui sont extrêmement différents les uns des autres, avec des régimes fiscaux très différents. Il faut garder en tête qu'un régime fiscal, c'est pas une fin en soi, ça finance une société. On a des taux de prélèvement obligatoires dans l'Union européenne qui vont de 24% en Irlande à 48 ou 49% en France. Donc les modèles sociaux ne sont pas les mêmes. Et on a par ailleurs le principe de souveraineté qui ne s'est pas effacé en Europe. Donc vous avez des pays très différents, des pays avec très faible fiscalité, des pays avec très forte fiscalité, et un droit de veto du fait de l'unanimité. Et si vous bougez en Europe, alors l'argent, il va partir, ce que disent les Irlandais, il part à Singapour, ou il part à Hong Kong, ou il part ailleurs. Et donc il a fallu d'abord traiter la question de façon globale, avec tous les pays du monde, pour qu'en Europe, ils puissent se mettre d'accord. Mais c'est le prochain gros chantier de l'Europe, comment faire cette quadrature du cercle, qui est essayer de progresser au moins pour les multinationales, au moins pour les grandes entreprises européennes, qui ne peuvent pas souffrir des différences de fiscalité, sans faire en sorte qu'un accord aboutirait à faire passer du profit en dehors de l'Union européenne. Ça m'incite à poser la question à Charles Thibault. C'est pourquoi les États peuvent-ils aussi freiner les processus de régulation internationale ?
Alors, avant de parler des États, quand même, sur l'Union européenne, sur la Commission européenne, il y a aussi le fait qu'il y a un héritage d'années, voire de décennies, pendant lesquelles la Commission européenne a produit rapport sur rapport, encourageant les États à la concurrence fiscale, au moins-disant fiscal, en disant, voilà, c'est par la compétition que, progressivement, vous allez attirer les capitaux dans vos pays. Et justement, la question est là. C'est, enfin, une partie de la réponse à cette question est là. C'est la volonté des gouvernants, depuis au moins les années 80, d'attirer le maximum de capitaux sur leur sol. Et quand vous avez cet objectif de priorité, cette priorité de politique publique en tête, en fait, vous êtes capable de baisser fortement vos exigences dans plein de domaines, à la fois en matière de fiscalité, évidemment, mais aussi en matière de droit du travail, de respect de l'environnement, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années, voire des décennies. Ensuite, sur la question de la fiscalité précisément, alors pour le cas de la France, moi j'ai étudié ça pour la fiscalité du numérique à partir du cas de Google. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, les gouvernants français, tout en affichant publiquement un discours très volontariste en matière de fiscalisation des activités des entreprises du numérique, en sous-main, ont fait en sorte de bloquer ce processus. C'est difficile de vous parler donc de dizaines de pages de ma thèse qui expliquent ça, mais effectivement vous avez à la fois dans l'administration fiscale, mais aussi parmi le personnel politique, le gouvernement, une volonté farouche de ne pas fiscaliser ces entreprises. Pourquoi ? La principale raison, au-delà des difficultés juridiques et techniques qui déjà posaient un problème au départ, il y avait la volonté surtout de ne pas contrecarrer l'expansion internationale des entreprises françaises. La raison étant que si vous vous mettez à fiscaliser les entreprises étrangères sur votre sol, eh bien automatiquement les autres pays vont faire de même avec vos entreprises. Et vous avez eu énormément de lobbying de la part des grandes entreprises françaises, de certaines grandes entreprises françaises. J'ai eu quelques exemples qui m'ont été mentionnés, je ne dirais pas, mais qui ont demandé très fortement aux gouvernants français, à partir de la présidence Sarkozy, pour le dire simplement, qui ont demandé aux gouvernants de surtout ne pas créer de taxation particulière des entreprises, des activités des entreprises du numérique. À l'époque, c'était la taxe Google qui a été proposée en 2010. Donc c'est peut-être l'une des raisons, enfin en tout cas c'est la raison principale, c'est que effectivement vous êtes dans un système international de concurrence fiscale internationale et que dès lors qu'un État prend une décision de manière unilatérale, tous les autres pays risquent en effet de prendre la même et ça risque de contrecarrer vos ambitions économiques et commerciales. Bien, ça va nous faire la transition pour la dernière question qui finalement est un peu une question de prospective aussi. C'est finalement, est-ce que on peut faire un constat qui est de dire que les régulations actuelles semblent peut-être être légèrement insuffisantes, si on peut le dire comme ça ? Alors ça, ce serait donner un point de vue normatif, et là je sortirais de mon rôle, très clairement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si les régulations semblent aujourd'hui, elles le sont effectivement à minima, en tout cas dans un certain nombre de domaines, notamment le numérique, puisque c'est le sujet que je connais le mieux, c'est que aussi il y a tout un tas de négociations avec les entreprises. C'est-à-dire que ça n'existe pas ou ça n'existe plus, et je ne sais pas si ça a déjà existé d'ailleurs, que des gouvernants prennent des décisions de manière unilatérale et choisissent de fixer des normes sans s'entretenir avec ces entreprises. Pourquoi ? Encore une fois, parce que on a parlé de l'indépendance des États, des gouvernants, et on a parlé de l'indépendance aussi des entreprises. Mais en fait, on est dans un faisceau d'interdépendance extrêmement fin. La question étant de savoir en réalité, dans ce faisceau d'interdépendance, vers de quel côté penche la plus forte dépendance. Et ça dépend effectivement du poids économique en particulier et du poids structurel des entreprises, de chaque entreprise, selon son secteur particulier, vis-à-vis des États, de certains États en particulier. Dans le cas du numérique, par exemple, il se trouve qu'aujourd'hui, on est face à une numérisation quasi totale de la société des activités sociales. Il est impossible aujourd'hui de travailler sans messagerie, sans cloud, sans etc., qui appartiennent de fait à une poignée d'entreprises dont sont dépendantes les États et les entreprises françaises, si on prend le cas national. Et il y a un risque, effectivement,
de se mettre à dos ces entreprises et que du jour au lendemain, pourquoi pas, elles coupent leurs services. Et si elles coupaient leurs services? On les réinventerait, bien évidemment. Ah oui. Avec des entreprises françaises, à partir d'entreprises françaises. Ah mais vous êtes extrêmement optimiste. Mais on a essayé d'ailleurs le cloud. Depuis Nicolas Sarkozy et François Fillon avec le projet Andromède, Numergy, etc. On a essayé. Bon, on s'est un peu cassé les dents. Mais pourquoi? C'est aussi une des raisons qui nous met un petit peu, qui nous pousse aujourd'hui à nous poser la question du pouvoir de ces multinationales. C'est que nos politiques économiques, depuis les années 80, disons, ont connu un virage extrêmement serré vers ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, le néolibéralisme, donc un terme un peu gros, mais pour dire que finalement on a abandonné toute ambition de politique industrielle autonome, avec la volonté de créer pourtant on a eu des politiques qui s'appelaient comme ça, mais de créer des champions industriels, des champions du numérique, de sorte de faire concurrence aux acteurs étrangers. On s'est plutôt basé, nous, sur une question de régulation, et notamment à partir de la concurrence. Et alors certes, ça permet éventuellement, dans certaines circonstances, de limiter des monopoles, de limiter des oligopoles, mais ça n'a évidemment jamais créé des entreprises capables de rivaliser avec ces mastodontes. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse. Non, mais c'est extrêmement intéressant, mais j'ai envie de rebondir là-dessus. Antoine Frérot, à propos de ce que vient de dire Charles Thibault, votre expérience, vous, concrètement, comment vous envisageriez de répondre à cette idée des régulations actuelles? Est-ce qu'elles suffisent? Est-ce qu'on peut les améliorer? Alors, sur les régulations transnationales, d'abord, on a beaucoup parlé du fiscal. Il y a bien d'autres domaines, la question des régulations sociales, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'espace européen, par exemple, est une question qui revient régulièrement, sur lequel on progresse, sans d'ailleurs normer brutalement les choses, mais dans lequel il y a progressivement au sein de l'Union une forme de convergence des rémunérations, au rythme où d'ailleurs les économies évoluent et progressent. Le domaine de l'environnement est un domaine important, puisque là aussi, la souveraineté de chaque État, dès lors que les pollutions peuvent passer les frontières, est inopérante. Sur les émissions de gaz à effet de serre, la question se pose largement. Il y a eu d'autres cas dans le passé. Le trou dans la couche d'ozone, ou bien les pluies acides sur les forêts allemandes, fin des années 80, début des années 90, ont été des problèmes internationaux. Ces deux-là, par exemple, je les cite pour cela, ont trouvé une solution par une régulation internationale. D'abord par le fait d'accélérer l'imagination et l'existence de produits alternatifs aux produits polluants. Et une fois que ça a été fait, l'interdiction des produits polluants par tous les pays. Et les problèmes ont été, pour les pluies acides, rapidement résolus. Les émissions de soufre ont disparu des cheminées des industriels. Et pour le trou dans la couche d'ozone est en train de disparaître aussi. Donc il y a eu des succès par, en l'occurrence, l'accélération d'innovation et la régulation par réglementation. Pour le carbone, où la pollution est plus large, c'est plus compliqué de trouver un produit de substitution, bien évidemment. Il y a des solutions, on en connaît un grand nombre. De mon point de vue, je pense qu'on connaît à peu près les 2/3, voire les 3/4 des solutions permettant d'éviter les émissions de carbone. Il y aurait donc l'autre tiers ou l'autre quart, le dernier, à inventer. Bon. Mais on en connaît déjà beaucoup qu'on pourrait imposer. Bon. L'une des idées, c'est la régulation par la redevance, la fameuse redevance carbone, et notamment la redevance aux frontières. Idée que, quand je l'avais abordée il y a 7-8 ans, faisait pousser des hauts cris, et aujourd'hui je constate que même au sein du Parlement européen, l'idée de la redevance carbone aux frontières de l'Europe est une idée qui est reprise. Et donc, en matière d'environnement, où là aussi les législations nationales, dès que la pollution passe la frontière, ne sert plus à rien, on progresse peut-être beaucoup plus rapidement, curieusement, que sur le terrain fiscal. Voilà des exemples où on a réussi des choses,
des exemples où on essaye des choses, parce que la taxation du carbone aux frontières n'est pas encore aboutie, mais on sait désormais qu'elle est compatible avec les traités de l'OMC, par exemple, parce que très souvent on m'avait opposé que ce n'était pas compatible avec les traités du commerce. Maintenant on sait que ce n'est pas vrai, et tout le monde le reconnaît, enfin, tout le monde, les gens sincères le reconnaissent. Donc il y a une voie pour réguler les émissions de carbone en appliquant le principe pollueur-payeur, des pollueurs aidés, comme on l'a fait pour d'autres types de pollution, avec le succès important qu'on connaît. Je vous remercie, Pascal Saint-Amans, pour rebondir sur la question de la taxation environnementale. Effectivement, il y aura cette question. De façon globale, pour répondre à votre troisième question, je dirais que le principal facteur de régulation qui a été mis en place au cours des 30-40 dernières années sont les politiques de concurrence, notamment dans l'Union européenne. Donc l'État régulateur, c'est un État qui facilite la concurrence, qui met la pression sur les acteurs privés et autres. Et c'est notamment le mode de régulation américain. Et je pense qu'on ne peut pas parler de régulation globale ou d'action globale sans avoir ce bloc américain qui fait ce qu'il veut, qui fait de l'extraterritorialité et qui fait de l'unilatéralisme systématique. Donc il faut toujours garder ça en tête. Est-ce qu'on peut faire des régulations globales? Oui, quand les États-Unis l'ont commencé. Ce qui est vrai aussi en matière fiscale. La fin du secret bancaire, ça a largement commencé aux États-Unis avec FATCA, qui est une législation passée par Obama. Et si on a pu s'attaquer à l'érosion des bases fiscales et les transfert des bénéfices, et que quand j'ai lancé l'idée, les Américains soutenaient l'idée. Et c'est la même chose pour l'impôt minimum mondial. Donc on voit que les États-Unis ont un rôle absolument clé, et la fragmentation géopolitique actuelle renvoie une question de est-ce qu'on va avoir une sorte de régulation globale? Et le G20 était un peu l'incarnation d'une tentative de régulation globale en matière financière, en matière fiscale et dans 2 ou 3 autres domaines, mais avec cette division Est-Ouest qui se reconstitue, hein. Il y a la division Nord-Sud et la division Est-Ouest. Peut-être plus compliqué de faire des régulations globales. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'OCDE il y a 2 ans, parce que je ne vois pas comment on va y arriver. C'est le premier élément. Deuxième élément sur le climat. Vous avez tout à fait raison de dire que ce qui semblait totalement impossible, qui était de mettre en place une taxation du carbone ou un prix du carbone, parce que l'Union européenne taxe pas vraiment. Enfin, il y a une taxe carbone de l'ordre de 50 € la tonne, mais il y a surtout un prix sur le marché carbone, l'ETS, Emission Trading System. Donc on a un marché du carbone qui fonctionne, et comme il fonctionne, on doit se protéger des fuites de carbone, d'où ce qu'on appelle le CBAM, le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est une taxe à la frontière. Lorsqu'on importe des biens qui sont à forte consommation, forte intensité de carbone, on met une taxe à la frontière. Alors, ça ne protège pas les exportations allemandes. Je préfère qu'on appelle ça redevance que taxe, si vous permettez, oui, parce que quand on salit sa maison et qu'on la nettoie, on ne paye pas une taxe. Hein. On fait un effort. C'est pour ça que l'Union européenne a appelé ça un ajustement. C'est encore mieux qu'une redevance. C'est un ajustement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine climatique? Je pense que c'est le sujet des 10 prochaines années. Est-ce qu'on va aller vers un prix du carbone, hein, je n'utilise pas taxe, un prix du carbone. Aujourd'hui, ayez en tête un chiffre qui est absolument fascinant. Vous avez 60% des émissions de carbone dans le monde aujourd'hui qui sont pricées, qui ont un prix égal à combien? Vous diriez combien? 60% des émissions de carbone dans le monde. Zéro. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de marché. Et les 40% restants, ils sont en moyenne à 5 € la tonne. On devrait être à 100 € la tonne surtout. Donc ça, c'est le prochain grand sujet. On va voir ce qui se passe en Azerbaïdjan, sans doute pas grand-chose cette année, mais le Brésil sur la COP30 a de grosses ambitions. Et là, on retrouve plein de sujets de régulation. On a les politiques de régulation qui ne sont pas basées sur le prix, c'est-à-dire on interdit certains usages, on interdit par exemple les voitures thermiques ou pas, on a ce type d'approche, ou les approches par prix, et qui vont nécessiter une approche globale. Donc sur le climat, je pense qu'on est sur sans doute le prochain sujet de l'an prochain pour les entretiens croisés. Il le choisit, c'est très bien. C'est presque une conclusion en fait que vous nous proposez. Donc la question c'est vraiment ça. Quels sont les espoirs futurs? Est-ce qu'il y a encore une place aussi pour le multilatéralisme, pour des négociations qui permettront d'avancer comme vous l'avez un peu expliqué tout à l'heure? Lui, c'est sa vie. Alors je vais faire la première réponse, si vous permettez. En tant que citoyen,
parce qu'on a beau être chef d'entreprise, on est aussi citoyen. Oui, on a vu le multilatéralisme sans doute perdre de la vigueur depuis, allez, une trentaine d'années peut-être. Depuis quelques très faible nombre d'années, on sent que peut-être on va peut-être réinverser la chose. On a besoin de lois. Les citoyens ont besoin de lois. Les entreprises ont besoin de cadres et de cadres de ce qu'on peut faire, de comment on peut le faire, et ont besoin de droits, c'est-à-dire de tribunaux qui vérifient que tout ça est appliqué. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées dans le cadre des nations. Ce cadre est trop petit. On a évoqué un certain nombre de sujets là, à la minute. Hein. Bon. Et donc, il faut élargir ce cadre. Il faut le faire intelligemment. Il faut le faire, si possible, en promouvant l'innovation pour trouver des solutions nouvelles. Mais il faut promouvoir le fait de mettre en place des cadres plus intelligents et permettant de privilégier ceux qui travaillent bien, ceux qui veulent travailler proprement, ceux qui veulent travailler sincèrement, éthiquement, en payant leurs impôts là où ils gagnent leur argent. Donc je pense qu'il faut souhaiter cela. Ça, c'est la première chose. Et les entreprises, vous le savez bien, ont besoin de cadres stables, de cadres clairs. Et plus il existera, plus il sera solide, clair, et dont on pense qu'il aura une certaine pérennité, et plus elles le respecteront et elles agiront en son sein. Donc, en tant que chef d'entreprise, moi je milite pour le fait que la communauté internationale se mette davantage d'accord qu'elle ne le fait aujourd'hui. Pour les problèmes environnementaux, qui sont plus le métier de Veolia, c'est crucial, bien évidemment. Et je pense que nous aurions tous à y gagner. Charles Thibault, quelqu'un dont c'est le métier. Charles Thibault, un mot de conclusion aussi ? Oui. Bon, alors sur cette question-là, vous me mettez aussi mal à l'aise parce qu'on est sur un registre normatif. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce que j'aimerais le plus ? Bon, c'est pas du tout la position où je me trouve, quoi. Mais non, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les questions de, en fait, les entreprises ont besoin de lois, oui, c'est très certainement. Les lois, en fait, il y en a toujours. On n'est pas dans on n'est pas dans une trajectoire de baisse législative, hein. C'est plutôt le contraire, hein. Le nombre de lois ne cesse d'augmenter, hein, depuis des décennies, et ça va avec en fait cette idée qu'il faut justement encadrer le marché de telle sorte que les différentes défaillances de marché puissent être corrigées immédiatement et qu'on puisse mettre de l'huile dans les rouages. Ça, c'est pas tellement la question. À mon avis, la vraie question, c'est de savoir quelle place les États et derrière cela, quelle place les citoyens ont dans ces processus de régulation. Parce que aujourd'hui, effectivement, on a des systèmes de régulation internationaux qui se mettent en place, notamment pour traiter des différends entre des entreprises et des États. Ça passe notamment par la création de tribunaux arbitraux internationaux, et dont la teneur démocratique est questionnée aujourd'hui. Non seulement parce que effectivement les citoyens n'y ont pas leur place, mais aussi parce qu'on met en regard finalement une entité qui repose, avec toutes les imperfections qu'on leur connaît, qui repose sur une base démocratique, souveraine, avec des acteurs privés qui n'ont pas cette dimension démocratique. C'est le premier point. Et puis ces tribunaux arbitraux sont composés pour l'essentiel en fait d'avocats d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juges, ou rarement des juges, des magistrats issus d'un État qui vont, avec leur indépendance qui est constitutive de leur fonction, prendre la décision de juger qui d'un État ou d'une entreprise a raison ou tort. Non, c'est là où les choses se compliquent, c'est que
ce sont des avocats qui sont pris eux-mêmes dans une économie particulière, qui ont un intérêt particulier à ce que ce type de règlement existe, ce qui effectivement complexifie encore un peu plus les questions. Donc le vrai problème, à mon avis, qui va se poser pour les États à l'avenir, c'est de savoir jusque dans quelle mesure ils seront prêts finalement à abandonner, parce que là pour le coup on est dans un abandon, à abandonner cette dimension souveraine à des acteurs privés. Ça c'est à mon avis la question cruciale des prochaines années. Moi, je pensais que c'était la question inverse qu'on avait posée. On venait de poser la question, est-ce que les États sont prêts à abdiquer un peu de leur souveraineté au profit non pas d'acteurs privés, mais d'acteurs transnationaux étatiques. Bon. C'est ça. Étatique. Enfin, d'ensemble de communautés internationales plus larges que la nation en question. L'Europe, voire des réglementations plus larges, onusiennes ou autres. C'est ça la question. Honnêtement, si vous posez la question aux États de savoir s'ils sont prêts à abandonner leur souveraineté au profit d'acteurs privés, même si certains le font, et j'ai aussi moi aussi des exemples, aucun ne l'avouera. Bon, donc c'est pas la peine de leur poser la question. En revanche, la question qu'il faut leur poser, c'est êtes-vous prêts à abandonner un peu de votre souveraineté nationale pour avoir un texte plus large, qui couvre plus large et qui vous protège finalement mieux que votre texte peut-être plus serré, mais qui pourrait être facilement contourné. C'est ça la vraie question. Et je pense qu'on peut commencer à la poser dans le cercle européen quand même, puisqu'il est quand même, entre autres, fait pour ça. Mais je pense que même au niveau de la communauté internationale, et en matière d'environnement, on a vu quand même un certain nombre d'exemples, on a vu des progrès, on a vu des succès, on peut aussi le faire à ce niveau-là. Alors, Pascal Saint-Amand, justement, quelques mots de conclusion. Très brièvement, pour laisser du temps aux questions-réponses. Je pense qu'on est à un moment passionnant dans l'histoire, assez inquiétant, avec une tension très forte entre le fait que, je pense qu'on est tous convaincus, enfin, surtout dans cette salle, qu'on a besoin de régulation globale pour traiter de problèmes globaux. L'évasion fiscale, c'était un exemple. Le climat, c'est encore plus dramatique. C'est un autre exemple où, sans régulation globale, on ne s'en sortira pas. Et en même temps, il y a une angoisse très forte, alors qui est peut-être la conséquence du cycle commencé en 2008, de crise financière, suivie d'une crise budgétaire, suivie d'une crise sociale, et on mène maintenant dans la crise politique. Et là, ça rappelle des très mauvaises années du siècle dernier. Mais on a une angoisse du global. D'où le populisme, d'où le Brexit, d'où le Trumpisme, et on va voir ce qui se passe. Enfin, en France, je ne sais pas si on a un gouvernement ou un Premier ministre, mais on est bien dans cette tension-là dans les dernières élections. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Antoine Frérot. La raison, la lumière, c'est d'aller vers la construction, non pas c'est pas le démantèlement d'une souveraineté, c'est un renforcement de souveraineté par une construction qui n'est pas globale, mais qui permet à chaque souveraineté de se renforcer. Et c'est ça qu'il faudrait que nos politiques soient capables de vendre au peuple. Et c'est ce sur quoi ils échouent. Et c'est pourquoi on a cette tension très forte. Donc je ne sais pas quelle sera la réponse qui sera apportée. Un repli sur soi qui, en fait, ne permet pas de traiter les problèmes globaux et ne va faire qu'accroître les angoisses collectives que l'on voit à l'est, au nord comme au sud, ou au contraire, la raison qui l'emporte est la capacité à reconnaître la souveraineté et à construire quelque chose qui permet d'apporter des réponses globales, coordonnées, plus qu'harmonisées. Et l'Europe, c'est un peu un test, c'est un produit hybride. On n'a jamais décidé si c'était fédéral ou juste une confédération de souveraineté. Donc il faut sans doute, nous, Européens, construire quelque chose qui amène une réponse à ce titre. Merci à vous trois. En fait, le sujet, c'était firmes multinationales et États entre rivalité et coopération. On voit en tout cas que les États ont un rôle à jouer et qui est éminent. Et c'est un peu un fil rouge aussi de la journée, puisque depuis le début, la question a beaucoup tourné autour de ça. Alors, puisqu'on en est aux questions, Nancy, est-ce qu'il y a des questions sur nos auditeurs en ligne? Non, du tout. Ok. Donc bon. on va voir si Alors, peut-être quelques questions dans la salle.
On va prendre deux, trois questions et puis ensuite, voilà, on va les prendre ensemble et puis on répondra globalement. D'accord, très rapidement. D'abord, merci, c'était extrêmement stimulant. Je voulais juste revenir sur une initiative qu'a évoquée M. Frérot, à savoir afficher dans les rapports d'activité le montant des impôts que verse l'entreprise dans les différents territoires qu'elle investit. Et je trouve ça très intéressant parce que quand une entreprise annonce des investissements, on s'en félicite en ayant pour seul critère le nombre d'emplois qu'elle va créer et en faisant presque fi de l'impact environnemental de son activité et surtout des retombées fiscales, etc. Et je trouve ça intéressant parce que ça renverse la charge de la preuve d'attractivité. On attend des États qu'ils se montrent d'attractivité, mais pourquoi ne pas attendre des entreprises qu'elles témoignent de leur attractivité pour être d'autant mieux accueillies dans les territoires? Ça peut paraître naïf, mais concrètement, Monsieur Frérot, ça serait ma question, est-ce que vous avez assez de recul pour apprécier l'effet de cette initiative? Est-ce que vos investissements sont d'autant mieux accueillis dans les pays que ces pays peuvent savoir apprécier précisément les retombées à différents points de vue, y compris fiscales? Non, je ne peux pas vous dire si on a assez de recul pour voir l'effet. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on l'utilise comme argument dans les pays où nous travaillons et nous cherchons à nous implanter. Et Veolia est une entreprise de service. Elle produit là où elle vend. Ce n'est pas une entreprise purement industrielle qui produirait dans un seul endroit et qui vendrait dans beaucoup. Une entreprise de service, les services ne sont pas délocalisables, donc ils sont produits partout où on les vend. Donc on a une activité proportionnelle au nombre de salariés que nous avons dans chaque pays client, si je puis dire. Et donc c'est plus facile sans doute pour nous de montrer une forme d'homogénéité entre la richesse que nous créons, le nombre de salariés que nous avons, les investissements que nous faisons et les bénéfices que nous pouvons faire pays par pays, puisque tout ceci, normalement, est en gros plus homogène que si on avait une seule lieu de production et que des lieux de vente. Bon. Mais je pense que ça participe de l'acceptabilité de l'entreprise Veolia. Ayant cette caractéristique que je viens de décrire, bien évidemment, Veolia doit essayer d'être tchèque en République tchèque, américaine aux États-Unis, française en France, puisqu'elle travaille avec, et la grande majorité, parfois la totalité de ses salariés dans ces pays, sont des nationaux de ces pays. Bon. Donc nous sommes une entreprise française, son siège est en France, le pilotage du groupe est fait à partir de la France, mais bien évidemment, nous devons non seulement appliquer les règlements et les lois de chacun des pays, mais nous devons nous fondre dans la logique, dans la sociologie, dans l'écosystème des pays en question, même si nous pilotons à partir de notre logiciel français, bien évidemment. Bon, et donc, il est important d'être accepté de la part de nos clients, de la part, bien sûr, des pouvoirs publics de ces pays, mais même de la part de nos propres salariés, que notre entreprise sert leur collectif national, puisqu'ils sont partie de leur nation. Donc c'est un argument d'acceptabilité et d'utilité de Veolia dans ces pays-là. Si je peux juste ajouter un élément complémentaire, parce que c'est vraiment très intéressant ce qui vient d'être dit pour une entreprise qui a les caractéristiques de Veolia. Ce qui est décrit là, c'est ce qu'on appelle du reporting pays par pays. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir, c'est un standard qu'on a élaboré, que j'ai élaboré en 2015, qui s'appelle le Country by Country Reporting, où toutes les entreprises de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires vont devoir déclarer, doivent le faire d'ailleurs depuis 2017, à l'administration fiscale, et ça sera rendu public en Europe dès l'année prochaine. Elles doivent déclarer leur chiffre d'affaires, leurs profits, les taxes payées et le nombre d'employés par pays. Donc, si vous êtes Google et que vous opérez dans 200 pays, enfin 190 pays, vous avez 190 lignes et c'est 5 colonnes. Et là, ce que ça va montrer, à la différence de Veolia, qui effectivement produit dans les pays où les consommateurs se trouvent, c'est que vous avez de la propriété intellectuelle qui va être aux Bermudes,
vous avez quelques milliers de personnes qui vont être en Irlande faire de la distribution, mais qui va représenter un profit énorme. Et la fiscalité aux Bermudes, elle est à 0, ce qui n'est pas beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord. En Irlande, le taux effectif était de l'ordre de 6-7%. On avait un taux effectif global qui était très faible, alors que les vrais employés se retrouvaient aux États-Unis ou dans les pays de distribution. Je prends un exemple, on pourrait faire ça dans plein d'autres exemples. Et donc, la publicité du reporting pays par pays devient une obligation. Alors c'était un choix pour des entreprises comme Veolia parce qu'elles ont une valeur ajoutée et elles n'ont pas une planification. Je ne connais pas la planification fiscale de Veolia, mais j'imagine qu'elle n'est pas très agressive par rapport à d'autres entreprises multinationales pour lesquelles la fiscalité c'est presque un centre de profit, quoi. Et donc ces entreprises-là vont devoir faire face à de la publicité de leur reporting pays par pays pour leur mettre la pression de manière à ce qu'elles ne puissent pas expliquer qu'un luxembourgeois est 1000 fois plus intelligent qu'un Français parce que le profit au Luxembourg sera 1000 fois supérieur au profit en France. Une autre question ? Et ça sera peut-être la dernière question, à moins qu'on puisse en prendre une deuxième en même temps, et puis comme ça, on pourrait clore ce temps de questions-réponses. Bonjour. Donc en fait, je voulais savoir si vous connaissiez le tribunal de règlement des différends. Voilà. Et donc il y a beaucoup d'avocats d'affaires là-bas. Mais ça marchait très bien. Donc c'est peut-être pas seulement la faute des avocats d'affaires. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Et j'avais une autre chose à essayer de partager avec vous. C'est la suprématie des... Enfin, c'est peut-être pas le lieu, mais des GAFA comme Google. Moi, je travaille pour la Commission européenne et j'étais en réunion à Prague auprès de l'Agence spatiale européenne avec des project managers qui travaillaient pour promouvoir Copernicus, bref, des programmes spatiaux. Et en fait, le staff de Google est arrivé, ils étaient complètement... Enfin, ils étaient chez eux. Alors, bon, moi, j'en suis encore restée à l'aspect un peu émotif de la chose, mais je voulais savoir si, comme Monsieur Frérot, on peut compter sur la naissance de champions français dans ce domaine. Merci. Non. On peut compter sur les Français pour contrebalancer Google. Mais vous voulez répondre ? Alors non. Non, parce qu'il n'y a pas de politique industrielle en France. Et sans politique industrielle, vous n'avez pas la possibilité de créer des champions industriels. Il y a une politique industrielle aux Amériques. Oui, bien sûr. Et puis depuis Roosevelt. D'ailleurs, quand vous regardez précisément les GAFAM, Google en particulier, c'est des millions et des millions de dollars de la NASA, de la CIA, du département de la Défense, de la National Security Agency, de la NSF, etc., qui ensuite ont été suppléés par des fonds de capital risque. Mais c'est l'État derrière qui met des fonds énormes et qui rend du coup ces entreprises valorisables sur le marché, qui vont faire que les investisseurs vont venir. Sans ça, c'est pas possible. Et en France, on fait pas ça. Sur la question effectivement des GAFAM qui se retrouvaient comme chez eux, alors c'est particulier parce que vous venez de la Commission européenne et la Commission européenne depuis les années 60, ça c'est les travaux de Sylvain Laurence en particulier qui l'ont montré, c'est qu'elle a construit sa légitimité par opposition aux États dans une forme de grande proximité avec les acteurs privés, en particulier les acteurs privés transnationaux et américains, qui étaient d'une certaine manière, en étant leurs interlocuteurs privilégiés, qui étaient finalement leur ressort de légitimité par rapport à des États qui, eux, avaient une légitimité démocratique pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis effectivement les années 60 et qui aujourd'hui se manifeste encore. À côté de ça, il faut aussi bien imaginer que ces entreprises sont dans une stratégie d'influence qui repose en partie sur une stratégie mimétique. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer dans leurs équipes des commerciaux, des commerciaux et des lobbyistes, des gens qui proviennent du secteur public, de l'État, de la Commission européenne, qui connaissent leur langage. Regardez, Monsieur Frérot, par exemple. X-Pont. C'est pas un hasard, je dis pas pour vous, votre cas en particulier, mais c'est que vous vous dotez d'un personnel qui va avoir différentes fonctions dans l'entreprise, qui est capable de parler avec ses interlocuteurs de la fonction publique avec le même langage, avec les mêmes codes, qui vient peut-être des mêmes cercles de sociabilité, et ce qui facilite les échanges, et ce qui fait qu'en réalité, effectivement, à la fin, ils ont l'impression d'être chez eux, mais peut-être parce qu'ils sont véritablement chez eux.
Moi, je vais donner un petit autre son de cloche, si vous permettez, sans répondre à la question est-ce que c'est possible. Je suis persuadé que c'est possible d'inventer des concurrents des GAFA en Europe et en France. Mais je vais prendre un seul exemple. Alors, il est vieux, il a 60 ans. Il y a 60 ans, il n'y avait qu'un constructeur d'avions dans le monde. Ou deux, mais ils étaient tous les deux américains. C'était Boeing et McDouglas. Bon. Eh bien, on a décidé qu'il y en aurait un européen. Et d'ailleurs, un peu français plus que d'abord européen. Et on y est arrivé. Alors, il y avait une politique industrielle, mais on y est arrivé. On a su faire. Et aujourd'hui, vous savez, bon, ils font jeu égal. Bon. Eh bien, mieux. Voire mieux. Les portes ne tombent pas en vol. Bon. Donc, je pense que oui, c'est possible. Encore faut-il effectivement le vouloir et le bâtir. Je rappelle que Airbus est une construction plurinationale, hein, aussi. Bon, peut-être que c'est la bonne échelle pour le faire. Voilà, je vous l'ajouter. C'est sur ce mot d'espoir que je vous propose de terminer ce regard croisé. Un grand merci à chacun de vous.